Mon crâne proprement tondu à la manière. Ma bande face de lune. Mes yeux étonnés et perçants. Mon aimable petit nez de travers. Ma poitrine d'adolescente. Mes longs poils de gentil guerrier. Mon ventre benoîtement arrondi. Mes longues jambes maigres et dures. Mes pieds cambrés et douloureux. Ma fine sensibilité d'égoïste. Ma belle intelligence déréglée comme le monde. Ma générosité d'avare. Ma facilité fort apparente. Ma fourberie qui leurre les plus hypocrites. Mes incongruités si délicates. Ma fainéantise si laborieuse. Mes gros mots adorables. La laide image fausse que j'offre aux regards malveillants, stupides ou qui s'en foutent. Pourquoi t'écris des livres? Pourquoi j'écris des livres? Mais ça, c'est trop rien. Peut-être que quand j'avais ton âge, on m'a appris à écrire et peut-être que ça ne m'a pas trop embêté, alors j'ai continué à écrire et maintenant que j'ai une dizaine de fois ton âge, je continue, sans trop savoir pourquoi. Je n'ai pas de raison valable, je crois. C'est une habitude, une mauvaise habitude, comme quand on fume, comme quand on va à la pêche ou des trucs comme ça, pour passer le temps. Bon, je vous pose une première question. Vous avez dit de vous que vous êtes un sentimental en colère. Pourquoi en colère? Pourquoi en colère? Mais parce que le monde dans lequel je vis ne me convient pas, parce que le monde dans lequel je vis est un monde mal foutu et que ça me fâche. Quand est-ce que votre colère a éclaté? Oh, probablement le jour de mon baptême. Il paraît que j'ai tellement hurlé quand on m'a baptisé que ma grand-mère a dû me faire boire un grand verre de genièvre pour me faire taire. Vous avez continué à boire du genièvre par la suite? Ben oui, de temps en temps. J'ai surtout bu du vin. Vous fûtes baptisé? Oui, je fus baptisé, oui, bien sûr. On baptisait tout le monde dans mon pays. C'était à peu près tout ce qu'on faisait en matière religieuse. Quel était votre pays? Je suis né à Auligny, près de Lessines, en Picardie belge, dans un petit fief industriel installé au milieu d'un vaste paysage paysan. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petit? Ce que je faisais quand j'étais petit, je faisais sans doute ce que faisaient tous les garçons de mon âge, parce que c'est probablement pas du tout la même chose que ce que tu fais, parce que moi je vivais à la campagne, hein, et je n'étais pas soumis à l'instruction obligatoire comme toi. Donc quand j'allais pas à l'école, personne ne s'en inquiétait. Et puis on n'était pas obligé d'aller à l'école jusqu'à 14, 15, 16 ans. La plupart de mes petits copains, une fois 8 ou 9 ans, ils allaient travailler. Quand je n'allais pas à l'école, ce qui arrivait assez souvent, que je n'aille pas, parce qu'il y avait un ruisseau entre l'école et la maison de ma grand-mère où je vivais. Alors j'allais pêcher des poissons. J'oubliais d'aller à l'école, c'était beaucoup plus amusant de patauger dans l'eau. Et puis un peu plus loin, il y avait un bois, il y avait des oiseaux. C'était beaucoup plus drôle d'aller chercher les nids, d'aller écouter les oiseaux. Et puis après, quand j'ai eu ton âge, j'ai roulé à vélo. Et puis comme je me battais assez souvent, j'ai appris un peu la boxe. Comme les garçons de ton âge peuvent l'apprendre, moins scientifiquement que tu ne l'apprends toi avec un punching ball. Moi, mon punching ball, c'était mes petits copains. Quels étaient vos parents? Que faisaient-ils? Eh bien, mes parents appartenaient, pour utiliser la terminologie maoïste, à la classe des paysans pauvres qui se hissaient tout doucement vers la classe des paysans moyens pauvres. En réalité, ce n'étaient pas vraiment des paysans, c'était des artisans. Mes grands-oncles, mes arrière-grands-oncles et ma grand-mère étaient des artisans. Mes arrière-grands-oncles étaient des forgerons. Ma grand-mère était une couturière à façon. Ma mère était ménagère. Mon père était employé. Mon grand-père était garde champêtre. Il servait de chaînon entre les gens de peu, comme on disait, et les gens bien, qui étaient 5 ou 6 dans le village. Quelles furent, dans ce climat, vos premières lectures? Mes premières lectures ont été des lectures très différentes de celles des autres enfants, parce que je ne sais pas très bien comment. Mon père avait une bibliothèque que je trouve maintenant admirable, dans laquelle il y avait, à l'âge de 9 ans par exemple, j'avais entre les mains Rimbaud, j'avais entre les mains Apollinaire, j'avais entre les mains ce qu'on appelait les symbolistes ou les décadents, et aussi les romans populaires, bien sûr. Les Michel Zévaco, les Dumas, les Gaston Leroux.
Et puis alors les admirables illustrés de l'époque, les Patans, le Cri-Cri, Lily, Fillette, ce genre de choses qui étaient vraiment très bien, les belles images, chères à mon ami Collinet. Ce furent des lectures déterminantes déjà? Ah bien sûr, évidemment, oui. Oui, évidemment. Ce sont des lectures qui m'ont marqué à tout jamais, je crois. Ensuite, de quoi vous êtes monté vers Bruxelles? Je suis monté vers Bruxelles en 1924. Pour y faire des études de droit? Pour y faire des études de droit, oui, à l'ULB. Et connaître de grands amis, je crois. Et connaître de très grands amis, bien sûr, dont la plupart sont morts maintenant. Vous pouvez rappeler le souvenir de certains de ces amis? Ah oui, bien sûr. Il y avait Jules Wolff, qui est actuellement avocat à la cour d'appel, qui est toujours plein de vie, plein d'allant. Il y avait Georges-Van Littdejeude, avocat aussi envers et député libéral. Charles Pote, le fils du directeur du théâtre flamand, qui lui malheureusement est mort. Les deux Stiernon, l'un devenu avocat, l'autre médecin, qui sont morts tous les deux. Et quelques autres. Et il y avait Denis Marion, mais que j'ai connu après, parce que Denis Marion avait ou un an de plus que moi, ou un an de moins, je ne sais pas très bien. On n'était pas dans la même année. J'ai connu Denis Marion quand j'étais au barreau. Pas à l'université, je ne me rappelle pas de lui. Vous avez fait de bonnes études, vous étiez un étudiant sérieux, pas Mais j'ai fait des études assez singulières, en ce sens que j'ai commencé par avoir la plus grande distinction en première année, la grande distinction en deuxième, la distinction en troisième, une bonne satisfaction en quatrième, mais un demi-point en cinquième pour passer, mais toujours en juillet. Pourquoi cela tenait-il? Ah, je ne sais vraiment pas, je ne sais pas. Peut-être que le droit m'intéressait moins que la philosophie et lettres. Peut-être que c'était plus ardu aussi, ou peut-être que j'étais plus dissipé que dans les premières années. Après l'université, le barreau, je suppose. Après l'université, le barreau pendant 13 ans. Et puis en 41, je crois, oui, en 41, je suis entré au ministère de l'Intérieur, parce que le barreau fonctionnait fort mal. Mes clients étaient partis. Parce que j'étais un pénaliste, je m'occupais des gens du milieu, et les gens du milieu se tenaient tranquilles à ce moment-là. Et puis on avait raconté que les Allemands allaient réquisitionner les jeunes avocats qui n'avaient pas grand-chose à faire pour le travail obligatoire en Allemagne, alors je me suis faufilé à l'administration. Vous les aimiez bien, je crois, les gens du milieu? Ah oui, beaucoup. Pourquoi? Mais parce que c'était des gens... Quel était leur charme? D'une honnêteté totale envers leurs amis, d'une scrupuleuse moralité entre eux et envers leurs amis. Enfin, c'est comme on peut aimer les tigres et les lions, qui sont fort bien avec les gens qu'ils aiment, avec les gens qu'ils supportent, mais qui sont évidemment fort dangereux pour leur proie. C'était pourtant des délinquants. C'était des délinquants, bien sûr, oui. Et des délinquants majeurs, si je puis dire. Mais avec moi, ils ont toujours été parfaits. Et puis c'était des gens qui connaissaient le droit. Par exemple, si un garçon qui avait commis un acte délictueux qui lui aurait valu 8 ans de prison et que je parvenais à lui en faire attraper 4, il m'était très reconnaissant. Tandis que les rares bourgeois que j'ai eus et qui méritaient 15 ans de prison, quand j'arrivais à leur faire en avoir 7, ils trouvaient que c'était pas bien, parce qu'ils ne connaissaient pas le droit. Au début des années 40, vous avez passé l'examen au ministère de l'Intérieur. C'est ça, oui. En quoi consistait l'épreuve de cet examen? Eh bien, il s'agissait de faire un parallèle entre les régimes dits démocratiques et les régimes dits autocratiques et d'exprimer ses préférences pour l'un ou pour l'autre en les expliquant. Alors évidemment, j'ai choisi peut-être le seul des 300 personnages qui étaient à l'examen, la défense des régimes autocratiques, en pensant évidemment au régime stalinien, bien sûr, et pas au régime hitlérien. Et on vous a reçu? Et on m'a reçu, oui, je crois que j'étais le 8e, mais comme il y avait 7 prioritaires avant moi, j'étais le premier, probablement. Ils n'ont pas eu peur d'avoir un stalinien dans leur rang? Il semble que non, et puis le professeur qui corrigeait l'épreuve n'était pas un fonctionnaire, c'était Jules Lespèce, professeur à l'université, alors lui, il n'avait rien à craindre. Pourquoi êtes-vous stalinien, Louis Kuttner? Ah, je suis stalinien parce que je ne crois pas à la démocratie, peut-être, parce que je suis né dans un milieu d'ouvriers, dans un milieu d'artisans, dans un milieu de gens exploités, que je n'aime pas que les gens soient exploités. Je croyais à ce moment-là, que je continue à le croire, que
disons, le régime communiste est le meilleur régime pour sortir du marasme des classes pauvres. Vous êtes aussi maoïste, je pense. Oui, bien sûr. Ça veut dire que le maoïsme est la suite du stalinisme. Et vous n'avez pas suivi la déstalinisation, vous? Ah non, pas du tout. Non, je ne crois pas à tout ce qu'on a raconté sur le régime stalinien. Je crois que sans Staline, nous serions probablement tous morts ou prisonniers dans les camps de concentration allemands ou je ne sais pas. Je crois que si nous sommes ici, nous, nos enfants et tout ça, ben, c'est grâce au régime stalinien. Je crois que c'est Staline qui a gagné la guerre. Staline était un homme politique. Vous n'aimez pas les hommes politiques pourtant? Je n'aime pas les hommes politiques de mon pays, ni des pays avoisinants. J'aime pas les hommes politiques des pays occidentaux, mais j'aime beaucoup les hommes politiques chinois ou albanais. À propos d'hommes politiques, vous avez une forte dent contre Napoléon, je pense. Ah non, pas du tout, non, pas du tout une forte dent contre Napoléon. Je crois que sans Napoléon, la Révolution française serait demeurée un événement d'intérêt local et que grâce à Napoléon, qu'il l'ait voulu ou qu'il ne l'ait pas voulu, elle a été répandue aux quatre coins de l'Europe et même du monde. Puisque vous aviez ces convictions, pourquoi n'êtes-vous pas entré au parti? Ah, parce que j'ai horreur des groupements, j'ai horreur des associations, j'ai horreur de n'être pas tout à fait libre. Et puis, ce n'est pas parce que j'aime une idée que j'aime les gens qui défendent cette idée. Vous n'avez pas voulu faire de militantisme? Non, et puis c'est pas dans ma nature. Je suis pas un homme politique, quoi. Je suis un homme qui a des idées, mais pas un homme qui a des possibilités d'action. Revenons en arrière, en 1927, vous avez connu les membres du groupe surréaliste à Bruxelles et vous êtes devenu un des leurs. Comment? Oui. Eh bien, depuis longtemps, peut-être depuis mon enfance, je faisais des poèmes. Ces poèmes, en général, c'était des sortes d'illuminations que j'avais généralement au moment de me coucher, ou une fois couché, quand je m'en souvenais le lendemain, je les notais. Puis un beau jour, chez le libraire Henri Caisse, c'était tout de même avant 27, un peu avant, j'ai vu des poèmes surréalistes. Et puis en 27, j'ai appris qu'il y avait un groupe surréaliste en Belgique, et comme ceux qui le faisaient ressemblaient à ce que je faisais, j'ai écrit à messieurs Nouget et Goumans, Rubelliard, etc., en leur envoyant des poèmes. Nouget a pensé que Goumans lui faisait une blague, en lui envoyant une fausse lettre et des faux poèmes. Goumans a pensé que c'était Nouget qui lui faisait la blague, alors ils se sont un peu chamaillés, puis finalement, pour en avoir le cœur net, Nouget est arrivé ici, dans la maison où nous sommes maintenant, et où j'habitais déjà depuis 24, et il m'a rencontré, il a donc vu que je n'étais ni Nouget ni Goumans, que j'étais vraiment un autre bonhomme. Et petit à petit, vous êtes entré dans le groupe? Et tout de suite, le dimanche d'après, mettons qu'il soit venu ici le mercredi, le dimanche d'après j'ai rencontré les autres, Mézins, Magritte, Orman, Nouget, Goumans, et leurs épouses ou amies, dans un petit café près de la Bourse, à côté du Sirio, je ne sais plus comment s'appelait le café. Parmi tous ceux-là, quelles étaient les figures les plus marquantes? Il y avait Souris aussi, non, j'ai vu Souris un peu après. Les figures les plus marquantes, mais pour moi, ils l'étaient tous, ils avaient tous leur côté frappant. Le surréalisme, qu'est-ce que c'est? Le surréalisme, qu'est-ce que c'est pour moi? Eh bien, pour moi, c'est une entreprise de subversion grâce à des moyens littéraires, disons poétiques, à des moyens artistiques et à certaines manifestations qui ne sont ni littéraires ni artistiques, qui sont comme des manifestations de rue par exemple, ou des interventions contre des manifestations littéraires ou poétiques de l'autre bord. Vous ne vouliez pas être un écrivain public? Ah non, pas du tout. Le surréalisme, c'est aussi la conquête de la liberté. Eh bien oui, enfin, la subversion pour la liberté, pour la libération de l'homme de tous les tabous qu'il enserre dans notre monde occidental. Parmi le surréalisme, quelle fut votre action?
Eh bien, mon action a surtout été d'écrire des poèmes et de préfacer des expositions d'art. J'ai rarement participé à des mouvements de groupe dans la rue, parce que ça ne m'intéressait pas, parce que ça m'embêtait. À propos des préfaces, vous pensez, je suppose, à celle que vous avez faite pour Magritte. Notamment, oui. Magritte, c'est le plus grand peintre pour vous, surréaliste? Oui, bien sûr. Oui, c'est un des 4 ou 5 grands peintres que l'humanité compte. Aujourd'hui, nous connaissons, pour ce qui est du surréalisme, une sorte de consécration par les officiels, au fond Hélas, ceux qui étaient vos ennemis. Hélas, oui. Comment vous expliquez-vous ce paradoxe? Je ne l'explique pas, je ne sais pas. Je constate une chose qui est déplorable. Le surréalisme qui avait voulu conquérir le monde a été conquis par le monde. C'est ce qu'on appelle de la récupération. De la récupération probablement, oui, ou c'est une sorte de retour de la dialectique du monde. On ne peut pourtant pas parler, je pense quand même, d'un ratage. On ne peut pas parler d'un ratage, non, mais je crois qu'on peut tout de même parler d'une réussite loin d'être parfaite. Enfin, c'est comme si le monde était une tortue et que les surréalistes auraient voulu en faire autre chose qu'une tortue, toute autre chose. Alors, je crois qu'ils ont simplement changé la coloration de la carapace de la tortue, tout compte fait. Ces jours-ci, justement, se tient à Paris une importante exposition au Grand Palais où vous figurez, malgré vous? Ah, personne ne m'a consulté. Si on m'avait consulté, je ne pense pas que j'aurais accepté d'y aller parce que c'était organisé par le monde officiel et que je n'aime pas le monde officiel, que je le fréquente le moins possible. Non pas que je déteste des personnes du monde officiel, il y a des personnes du monde officiel qui sont mes amis, mais je n'aime pas l'organisation officielle. En aucun cas, vous n'accepteriez une nomination d'académicien. Ah, certainement pas. Certainement pas, mais je ne la refuserai pas non plus. Je m'en ficherais absolument. Si je voyais dans le journal que M. Stuttner est nommé académicien, je dirais, ah bon, c'est tout, je fais rien, quoi. Je n'irai pas aux séances, bien sûr. Pourtant, le surréalisme, c'est aussi l'action. Oui, mais je ne suis pas un homme d'action. Vous êtes un doux tout compte fait? Ben, j'ai dit, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, que j'étais sentimental en colère. Hein. Alors, la colère et la douceur, ça ne va pas très bien ensemble. Je ne suis pas tellement doux. Disons que j'ai un bon caractère, mais je suis tout de même assez implacable. Mais pourquoi évitez-vous systématiquement l'action? Ah, parce que je suis fainéant, probablement. Paresseux. Je crois que fainéant est un mot qui te convient mieux. Vous avez écrit « Heureux ceux qui ne sont pas morts et heureux ceux qui ne sont pas nés ». C'est terrible. Je ne me souviens pas. Oui, c'est possible. Oui. Pourquoi c'est terrible? Je ne vois pas bien pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a de terrible à ça? Vous n'aimez pas le genre humain? Ben, j'aime certains spécimens du genre humain, mais je n'aime pas plus le genre humain que le genre fourmi, ou que le genre abeille, ou que le genre chat, ou que... J'aime certains chats, certains merles, certains étourneaux, mais... Vous me disiez l'autre jour que dans la création, les hommes étaient les animaux les plus ignobles. Ils se conduisent en tout cas comme s'ils l'étaient en général. Vous pouvez m'en donner un ou deux exemples? Il y en a tant et tant et tant que si je devais chercher pour trouver les exemples, ça prendrait des heures. Vous avez aussi écrit « Le jour du jugement dernier, le Seigneur aura des comptes terribles à nous rendre. » Oui, je le pense. Je continue à le penser. Si Seigneur il y a, si jugement dernier il y a, parce qu'il faut tout de même bien avouer que le Seigneur, s'il existe, ce que je ne sais pas, c'est bien possible, tout étant toujours possible, nous a tout de même donné certaines obligations et ne nous a pas donné les moyens pour les remplir. Les moyens suffisants en tout cas. Grosso modo, vous avez plus d'affinité avec un athée
un libre penseur qu'un religieux. Non, parce que je pense que l'athée n'en sait pas plus sur notre destinée finale que le religieux. Je n'ai pas d'affinité avec les gens qui ont des certitudes dans ce domaine-là. Avec Et qui puis je crois que c'est un faux problème. Que le problème de l'existence ou de la non-existence de Dieu. Enfin, si Dieu il y a, ben, c'est son affaire à lui plutôt que l'affaire des hommes, non? vous avez écrit 2 livres chez Gallimard, Mes inscriptions et Les vacances d'un enfant. C'est ça. Et un petit peu comme le coucou, vous avez pondu vos œufs dans d'innombrables nids. Vous avez écrit d'innombrables plaquettes et de préfaces et dans des revues à droite et à gauche. Et Pourquoi ne pas avoir continué chez Gallimard? je n'ai pas continué chez Gallimard parce que la suite de mes inscriptions n'a pas été acceptée par Gallimard telle que je voulais la présenter. Il y avait un certain nombre d'inscriptions que j'aurais dû supprimer pour que le livre paraisse. Et comme je ne pouvais pas plus supprimer ces inscriptions-là que me couper un pied, j'ai pu marcher, puis mes relations avec les éditeurs n'ont jamais été très extraordinairement bonnes. J'étais assez content de ne pas continuer. On peut citer ces inscriptions que Gallimard a censurées? Je ne m'en souviens plus, enfin je me souviens d'une ou deux, mais elles sont tellement peu, tellement peu, comment dire, enfin, tellement peu décentes qu'il vaut peut-être mieux que je ne les cite pas. En tout cas, vous êtes resté sur votre défensive. Vous n'avez pas admis qu'il coupe. Ah non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et puis alors j'ai eu des propositions d'autres éditeurs. Il y a un autre personnage qui voulait que mes inscriptions paraissent, mais chez 3 éditeurs différents. Je ne comprends pas pourquoi. Alors j'ai en partie, un tiers chez un tel, un tiers chez un tel, un tiers chez un tel. Alors il n'y a pas de raison. Ça doit paraître en bloc, comme une brique. Et puis il y en avait un autre qui voulait bien aussi les publier, mais amputé de moitié. Il n'y a pas de raison. Pourquoi tu t'appelles Jean et puis Louis? Eh bien, parce qu'à l'état civil, je m'appelle Jean-Émile Louis. Alors, quand j'ai commencé à écrire des livres, je signais Jean. Et puis, je me suis trouvé dans la situation que les gens me posaient des questions. Comme je n'aime pas qu'on me pose des questions, j'ai signé Louis. Alors, quand on disait, mais Louis Stutner, c'est toi? Je disais, non, moi c'est Jean, moi je suis pas Louis. Voilà, c'était un moyen d'échapper aux questions des gens à propos de mes livres, parce que j'aime pas qu'on m'interroge là-dessus. Un grand univers pour Louis Stutner, c'est celui du monde féminin. Ah oui, bien sûr. C'est probablement le plus grand univers qui soit pour Louis Stutner. Le plus attrayant, le plus sympathique. Je m'entends beaucoup mieux avec les filles qu'avec les garçons. Vous me disiez l'autre soir que si les femmes n'existaient pas... Ah, je me pendrais. Oui, tout de suite. Et les femmes vous le rendent bien, elles vous aiment beaucoup. Ben, en général, je m'entends fort bien avec elles, oui. Vous avez connu votre femme pendant la guerre? Non, avant la guerre, un peu avant la guerre. Chez Marcel Lecomte, à côté d'un piano droit noir. Vous êtes collectionneur? Je suis collectionneur aussi, oui. Je collectionne des choses peut-être importantes, comme les livres, et aussi des broutilles, comme les enveloppes de morceaux de sucre. Il m'arrive même de découper des timbres-poste et de les mettre dans des boîtes. C'est une manie, ça, c'est un... Oh, sans doute. C'est probablement une manie, oui. Une manie comme certains oiseaux qui rassemblent des sortes de provisions pour l'hiver, puis ils oublient où ils les ont mises et ne les retrouvent pas. Ou les écureuils aussi, qui paraît-il ont des caches où ils mettent des noisettes et des noix, et puis ils s'en vont, et les noix et les noisettes finissent par pourrir. Vous avez aussi une étonnante collection de tableaux, et particulièrement des Magritte. Oui, mais ça tient à mes relations avec Magritte. Je ne suis pas un collectionneur de peinture, il ne me viendrait pas à l'idée de collectionner des toiles autres que celles que j'ai eues par mes relations avec Magritte ou avec d'autres peintres. Il ne me viendrait pas à l'idée d'acheter des toiles dans les ventes publiques ou chez des marchands. Ça ne m'intéresse pas. Et Je ne suis pas un collectionneur de tableaux, non. Et tous vos Magritte, vous les gardez, vous ne les vendez pas? Ah non, bien sûr, j'y tiens. Pourtant, vendre un Magritte, ce serait peut-être pour vous avoir une vie plus aisée, plus facile.
Je n'en vois pas la nécessité. La vie que je mène me convient. Je ne vois pas pourquoi je devrais avoir une automobile plus neuve que celle que j'ai, avoir une maison plus grande ou d'avoir des souliers plus neufs. Si un jour la nécessité s'en fait sentir, on verra, mais en attendant. Je reviens à ce qu'on appelle vos manies. Vous croyez au signe du zodiaque. Pourquoi? Je crois au signe du zodiaque, c'est beaucoup dire. C'est-à-dire que je crois que les gens qui sont nés sous le même signe ont psychologiquement des liens communs. Je crois que tous les Gémeaux se ressemblent par certains côtés, tous les Cancers par certains côtés, etc., etc. Dire que je crois par exemple aux prédictions basées sur le zodiaque, ça, non. Je n'y crois pas, et pas le contraire non plus. Enfin, je dis pas que c'est pas vrai, je n'en sais rien, mais ça ne m'intéresse pas. Quel est le portrait zodiacal, au fond, le vôtre, celui de Louise Kuttner? Le portrait zodiacal de Louise Kuttner est sans doute celui de tous les cancers lunaires. J'ai un essuie-main italien. Les Italiens font des essuie-mains et des objets divers avec les signes du zodiaque, et notamment sur cet essuie-main, il est mis Immaginazione onesta sensibilità. De l'imagination, j'en ai. De la sensibilité, j'en ai, et de l'honnêteté envers mes amis, envers mes idées, je crois que j'en ai aussi. Donc, c'est ça. Alors, il y a une adorable histoire italienne à propos de la femme cancer qui dit la femme cancer est salope, la femme cancer est voleuse, la femme cancer est menteuse, la femme cancer a tous les vices, mais monsieur, n'en épousez pas d'autres. Voilà. Tous les cancers ne sont pas des Louise Kuttner. Tous les cancers ne sont pas des Louise Kuttner, mais je crois que tous les cancers ont des accointances kuttneriennes, si je puis dire, tout au moins des ressemblances fondamentales. Évidemment, un cancer qui est né à Molenbeek-Saint-Jean et un cancer qui est né à Tel Aviv, c'est pas le même. Un cancer qui est né d'un père alcoolique et un cancer qui est né d'un père charmant et bien élevé, il sera pas le même. Un cancer qui a eu une enfance emmerdante, mais il sera pas le même qu'un cancer qui a eu une enfance heureuse. Bien sûr, tout ça compte. Autre chose que vous aimez beaucoup, c'est le sport, et les sports violents. Je ne crois pas que le cyclisme soit un sport violent, c'est un sport très dur, mais violent je ne pense pas. Et quant à la boxe, je ne pense pas non plus que c'est un sport violent, c'est un sport d'adresse. Il ne s'agit pas dans la boxe de se montrer violent, je crois qu'il s'agit de se montrer adroit, d'éviter de recevoir des coups et d'en donner le moins possible, mais un bon qui mette fin au combat, ou d'en donner beaucoup de petits qui vous fassent gagner au point. Vous avez un appareil de télévision pour regarder le sport? J'ai un appareil de télévision et c'est surtout pour regarder le sport que j'aime la voir. Vous n'aimez pas les autres programmes? En général, non. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Je leur reproche de m'embêter, tout simplement. Je ne veux pas dire qu'ils ne soient pas bons en soi pour les autres, mais ils ne sont pas bons pour moi. J'aime beaucoup les petits trucs qui sont pour les enfants, les Plume ou Bébé Antoine ou Calimero, oui, le petit poussin. J'aime beaucoup ces choses. Je crois que c'est ce que je préfère à la télévision avec le cyclisme et la boxe. Et les interludes? Ah, ça non, je les regarde pas. Oui, de temps en temps, quand il y a des sangliers, ça m'intéresse, ou des oiseaux. Et le cinéma, vous êtes un cinéphile? Ah, pas du tout. Non, j'aime pas le cinéma. J'ai d'ailleurs écrit une inscription que je trouve très belle et que Gallimard n'aurait certainement pas acceptée. C'est « Le cinéma est un anus artificiel ». Et le théâtre? Ah non, encore moins. Nous revenons quelques minutes aux surréalistes. Quels sont d'après vous les plus purs, les plus authentiques? Qu'est-ce que vous appelez pur et authentique, mon cher Bussy? Il faudrait s'entendre sur les termes. Hein. Qui sont restés comme ils étaient, disons, en 1924. Mais ils sont morts, hein? Oui, mais enfin, disons jusqu'à leur mort. Ah, Breton, bien sûr. Il y a Rossi, Perret, Tanguy. Il y en a pas mal d'autres. Hein. Hérold, je crois, est resté très bien. Je crois que Brunner est resté fort bien jusqu'à sa mort. Parce qu'il y a eu beaucoup d'excommunications chez eux. Il y a eu beaucoup d'excommunications, oui.
breton était fort tyrannique. Et ses excommunications étaient parfois basées sur des raisons sérieuses et parfois sur des raisons qui ne l'étaient pas. Et puis il arrivait fort souvent que les excommunications étaient rapportées, si je puis dire. Un breton excommuniait quelqu'un violemment, puis un an après il se recollait. Pour des raisons tout aussi peu sérieuses que celles qui avaient motivé l'excommunication. Vous n'avez Ou jamais... tout aussi sérieuses. Vous n'avez été jamais l'objet d'une excommunication? Non, je ne crois pas, non, jamais, non, il ne me semble pas. Je n'en ai jamais, ça ne m'a jamais été notifié officiellement en tout cas. Nous venons, pendant une petite demi-heure, de parler beaucoup. Je vous ai posé beaucoup de questions, j'ai eu beaucoup de réponses. Dans un de vos livres, dans mes inscriptions, vous avez écrit ceci: « Je répugne aux explications activement et passivement. » C'est ça, mais je déteste qu'on m'explique quelque chose. Quelque chose qui m'intéresse. Par exemple, si messieurs les techniciens qui sont ici m'expliquent le maniement de leur appareil, ça va, parce que ce n'est pas une chose qui m'intéresse fondamentalement. Mais si quelqu'un essaie de m'expliquer une peinture que j'aime, ça ne va plus du tout. Je suis très fâché parce que les explications ne me paraissent pas du tout correspondre à ce qu'il y a dans ma tête. Ça, c'est le refus de l'explication passive. Et quant à expliquer mes faits et gestes, je déteste tout autant ça. Tout d'abord parce que j'explique fort mal, je pense. Et puis, ce que je dis, ce n'est tout de même que les choses qui affleurent à ma conscience. Et il est fort possible que les choses que je fais et que je dis reposent fort sur mon inconscient et que je ne peux pas les expliquer valablement. Mais c'est pourtant une occasion, et peut-être une très bonne occasion, pour passer à la lecture de vos livres, cette émission. Oui, possible. Eh ben, souhaitons-le pour les lecteurs si ça les amuse, déplorons-le si ça les embête.